Alors, on va ouvrir le conseil municipal et je vous donnerai ces informations. Bien. Mais je vous distribue d'ores et déjà, comme ça au moins Mais ça fais-le m'évite de distribuer, me... parce que ça la peine. Tiens, Thierry, distribue le conseil. Non mais je ne le fais pas assez. Ça me qui va te demander si vous pouvez faire suivre. Merci. Alors, pour votre information, on ferme la crèche, les grands de la crèche, et j'ai demandé qu'on teste l'ensemble du personnel et vraisemblablement on va fermer la crèche. Covid oblige. La Covid parmi le personnel ou... Non, les enfants. Les enfants et enfants. Et donc le personnel est testé là. Mais un cas avéré ou une suspicion? Avéré. Avéré. On a reçu le message tout à Et l'heure. les enfants, parce que moi j'ai une maman qui m'a appelé, qui est son enfant qui est chez moi, a son frère qui est sa soeur, enfin. Donc du coup elle ne le met pas, mais après les autres c'est pas obligatoire. Non, Enfin, c'est pas obligatoire pour c'est la connerie. le contact d'un contact. Ouais. On va tester les membres? Non. Non, pas les Non, membres. non, toujours pas. On les a pas toujours, les salivés. Non, non, non. Et puis même, tu le en crèche, tu testes en parce que c'est très bien. Ok, madame Guido, c'est ça l'appel. C'était une information, ça vient d'arriver. J'ai reçu ça à 17h30. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présente. Thierry Niès. Présent. Ghislaine Piscini. Présente. Patrick Marx a donné pouvoir à Antoine Véran. Asymptomatique ou symptomatique? Ghislaine Ernst. Présente. Jean-Claude Guirand. Présent. Monique de Grande. Présent. François-Dominique Sins. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne a donné pouvoir à Monique de Grande. Daniel Taconi. Présent. Georges Robert. Présent. Evelyne Abeldi de Lamar. Présent. Jeanne Zanel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présente. Mamouna Bonnefond. On n'en a pas parlé, je l'ai lu, même. Claude Ménevaux. Présent. Suzanne Ruti. Présent. Régis Guillaume. Présent. Bernigo Eric. Il doit être à la bourre, à mon avis. Il arrive. Je peux envoyer un message. Ah, il arrive. Sonia Martin Casanova. Présent. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard. Isabelle Chemin. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Ok, merci. Alors, j'ai deux. Donc, le conseil municipal est ouvert. J'ai deux demandes à vous faire. Premièrement, d'accepter d'ajouter sur le siège une délibération qui nous permet de faire une demande de subvention pour l'équipement de la police municipale et l'installation de caméras de vidéoprotection, demande de subvention FIPDR, c'est-à-dire un fonds qui est lancé et qui nous permettrait, si tout va bien, d'obtenir la moitié de la subvention sur les 14 000 euros, d'obtenir 7 200 euros de subvention. Donc si vous n'avez pas d'inconvénient, c'est qui vous est distribué et on la rajoutera après la délibération numéro 4. Et la deuxième chose que je suis obligé de vous lire, le conseil municipal de la commune de Levas se réunira dans la salle des mariages à huis clos, considérant l'article 6 de la loi 2020-13-79 du 14 novembre 2020 et le décret 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de Covid. Voilà, donc ça c'est pour le micro et ça c'est pour là. Je dois vous donner en amont les actes réalisés pendant cette période. Hein? Un secrétaire de sport, Mme Castel. Effectivement, j'ai oublié de vous nommer, chère madame. C'est pas une punition parce que vous râlez. Hein. Je râle jamais, moi. Non. M'exprime. Alors, marché des travaux de fourniture, il y a des MAPA, vous avez tous les éléments des formalités qui sont dans les états de comptabilité. Révision des loyers, elles ont été appliquées en fonction des indices. On a un appartement T2 de Plan du Var, qui est une nouvelle location
On a un appartement F4 au village qui est une nouvelle location. On a un appartement studio place de l'église qui a été aussi reloué. Et on a un appartement T3 de Plan du Var qui sera reloué au changement de locataire au 1er février. Et la DTTM a résilié une partie de loyer au Plan du Var. DTTM, c'est la direction départementale du territoire et de la mer. Création en régie, il y a régie de droit de place, occupation du domaine public, bibliothèque, ludothèque, distillerie, piscine. On a cédé des concessions sur une case, la case numéro 39, le casier 27, le casier 6 et sur le columbarium, le casier numéro 7 a été attribué. Je profite pour vous dire, ceux qui ne vont pas toujours au cimetière, l'extension a été faite et donc nous disposons à nouveau de potentialité de mémoire 16 cases qui sont disponibles. Il y a une décision qui date du 2 février pour, auprès de la Caisse des dépôts agricoles, d'une ligne de trésorerie de 500 000 € qui permet d'attendre les rentrées de subvention, mais ça c'est ce qu'on fait couramment, pratiquement chaque année. Réhabilitation et extension du foyer rural de la commune de Levens. On en sort effectivement, tous les avenants ont été passés, nous sommes en attente de tous les décrets définitifs pour solder la totalité du marché du foyer rural et on a soldé aussi toute la partie rivée. Marché à bon de commande, on a fait des travaux d'électricité pour 30 000 € dans un marché à bon de commande, que le nouveau code des marchés nous permet jusqu'à 40 000 €, je crois, le temps de la pandémie. Hein, je crois. Voilà. Oui. Et puis les fournitures et les équipements de maintenance de vidéo, de surveillance et le centre de supervision ont été passés aussi et le montant prévisionnel annuel qu'on va inscrire sera de l'ordre de 50 000 €. Et une remise en état de la caméra fixe du Pré des Cavaliers et du stade. Voilà les actes qui ont été faits sous les délégations que vous avez autorisées à la signature. Et maintenant, est-ce que vous avez des commentaires sur le procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre? Des oppositions, des abstentions? Merci, monsieur Bies. Oui, voilà, Michel, oui. Voilà, j'ai une petite communication à vous faire parce que je trouve que c'est une lettre très sympa qu'on a reçue, donc j'associe évidemment à la lecture Thierry, puisque c'est une lettre de Janine Saint-Guiron. Suite à la décision que nous avons votée ensemble de nommer la salle culturelle du foyer rural, donc elle nous a adressé une jolie lettre et j'aimerais vous la lire et puis qu'on partage ce moment avec nos amis aussi d'Internet parce que j'ai trouvé vraiment le geste sympa. Cher Monsieur le maire, cher Monsieur Véran, j'ai lu avec le plus grand plaisir dans le journal ce matin une partie du compte-rendu de la délibération du dernier conseil municipal de Levens qui a voté à l'unanimité la dénomination des salles du foyer rural rénovées qui ouvrira en 2021. Je vous remercie vivement d'avoir pensé à Gérard Saint-Guiron pour attribuer son nom à la nouvelle salle d'activité culturelle. Cela est un grand honneur pour lui et toute sa famille. Merci également à tous les membres du conseil municipal de reconnaître ainsi les activités culturelles qu'il accomplissait avec plaisir et beaucoup de sympathie pour la ville de Levens et ses conseillers. Janine Saint-Guiron. Voilà, je trouve que c'est un joli geste de sa part. Je voulais le partager avec vous. Très bon partage. Voilà. Merci. Merci. Thierry, tu as la parole. Donc, projet de délibération numéro 1 qui a pour objet le renouvellement de la convention
de développement de la lecture publique entre le département et les collectivités partenaires pour les bibliothèques municipales. Donc nous avons depuis de nombreuses années pour habitude de renouveler cette convention qui nous lie avec le département, sachant que le développement de la lecture et le développement des bibliothèques municipales est une compétence des départements. Donc à ce titre, les communes de moins de 10 000 habitants bénéficient ou peuvent bénéficier en fin de compte du concours du département pour le développement de la lecture, qui n'en demeure pas moins quelque chose d'essentiel, contrairement à ce que l'on a pu entendre dernièrement. C'était la petite parenthèse. Donc, considérant que vous avez pris le temps de lire la convention qui nous lie avec le département, je vous en résume à peu près les grosses lignes. Donc, cette convention a une durée de 4 ans. Elle est renouvelable par reconduction express. Donc, elle a pour but de développer la lecture et d'apporter le concours au développement des bibliothèques. Nous avons une magnifique bibliothèque qui sera beaucoup plus belle, j'ose l'espérer, lorsque nous allons pouvoir ouvrir ce magnifique lieu de culture qu'est le foyer rural au jour d'aujourd'hui. Mais donc, pour l'instant, nous attendons patiemment. Donc, le département nous offre ce concours au travers de tournées régulières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonds, ce qu'on appelle le fonds, c'est le nombre de livres dont dispose la commune. À titre de propriétaire, la commune a un fonds qui est à hauteur, au jour d'aujourd'hui, de 4 730 livres. Et le département apporte son concours régulier par le renouvellement, à peu près de 600 à 650 livres qui est mis à disposition de nos lecteurs, qui sont aujourd'hui au nombre de 513 inscrits. Cette année, nous subissons malheureusement les fermetures qui nous ont été imposées consécutivement à cette pandémie. Donc nous avons une légère baisse d'inscrits par rapport à 2019. Je dis légère parce qu'en 2019, nous étions à 650. Donc ce qui prouve qu'il n'y a pas une défection trop importante, mais c'est le nombre de prêts. En 2019, 7500 ouvrages tournés de façon régulière. Bon, cette année, pour l'année 2020, nous avons en fin de compte comptabilisé 3433 prêts. La ligne budgétaire qui est consacrée donc au développement de la lecture par la commune donc nous permet, puisque régulièrement la ligne budgétaire varie selon les années entre 2500 € à 3000 €, de pouvoir régulièrement alimenter le fonds communal d'à peu près 150 livres aujourd'hui qui correspondent justement à l'achat à l'achat de livres demandés, c'est-à-dire généralement en fin de saison, les prix Goncourt, Femina et autres, qui seront mis à disposition des lecteurs. Donc ce fonds est très bien alimenté, le nombre de lecteurs reste aujourd'hui stable, donc c'est l'objet de la convention qui nous permet de bénéficier du concours du département dont nous n'avons, je pense, qu'à nous féliciter. Pour être plus précis, sachez que le département met à notre disposition au jour d'aujourd'hui 375 CD et 198 DVD. Sachez que la semaine prochaine, les 198 DVD seront totalement renouvelés par le département. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je me propose d'y répondre. Si vous n'avez pas de questions, je profite de l'instant qui m'est donné pour, c'est pas coutume, pour faire la promotion d'un ouvrage qui sortira mercredi. Donc, pour mémoire, il y a 2 ans de ça, nous avons reçu une charmante dame, Madame Rachel Amar, qui, pour ceux qui ont suivi l'actualité, était une enfant qui en 1942 a été hébergée par à la maison des enfants qui se situait au bas de l'établissement des Lauriers.
Donc, le fils de cette dame est scénariste et écrivain, et lorsqu'il a fait part, en fin de compte, de l'histoire de sa mère à son éditeur, les éditions Fayard, son éditeur a dit c'est l'opportunité, en fin de compte, de saisir ce sujet pour en faire quelque chose. Donc, Philippe Amar, que nous avons rencontré, qui accompagnait sa mère, vient d'écrire ce roman. C'est un roman, mais qui a des références, et un chapitre complet est destiné justement au séjour de sa mère ici à Levins. Donc pour ceux qui le souhaitent, de toute façon ce livre est déjà en commande, il sera à la bibliothèque municipale. Très bien. Ah, ça, Donc c'est il super. sortira demain. Donc je fais la promotion. Oh, oui, Philippe merci. Amar, Très bien. Les 3 vies de Susanna Baker. Je l'ai lu, c'est très sympathique, c'est romancé, mais il y a des références sur le vin qui sont pertinentes, et ça fait toujours plaisir en fin de compte Bien sûr. qu'on parle de nous, et surtout au travers de cette histoire et de ce passé. Philippe Amar, Les 3 vies de Susanna Baker. Merci. Madame Castel, il faudra un référé dans notre info de Reims. Alors je Le me prochain, hein. Oui. Je Et me on va propose communiquer aussi, sur les réseaux, parce peut-être que- bien. ouais, je me propose aussi parce que Philippe Amar, avec qui j'ai sympathisé, et sa mère seraient d'accord et disposés à venir à la rencontre des scolaires D'accord. pour Ah oui. que sa mère, Très bien. Ah ouais. qui aujourd'hui est encore très alerte et voilà, qui est encore parmi nous, si j'ose le dire, ce serait sympa une rencontre intergénérationnelle Bien sûr. par rapport à cette histoire, et au travers de la présentation et des recherches très fouillées que Philippe Amar a pu faire pour écrire ce roman. Est-ce que tu envisages une séance de dédicace ou pas? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est envisageable. Le seul problème, c'est peut-on le faire? Et aujourd'hui, je vous réponds, on ne peut pas le faire. Mais Voilà, est-ce que c'est- tu... Oui, voilà, ça avait été... Ça risque d'être décalé après trop. Oui, oui. Ouais. Dans le cadre de la C'est lecture, dommage. j'en profite aussi pour peut-être donner la parole à Régis Guillaume, puisqu'il est à l'initiative de cette rencontre dans le cadre du championnat national des petits champions de la lecture. Nous étions portés volontaires pour recevoir la sélection départementale en présentiel, mais malheureusement aujourd'hui il nous est impossible de le faire, donc ces sélections se feront par vidéo conférence. Ok. Donc avec un jury aujourd'hui pour qui nous avons des félicitations, puisque dans ce jury nous avons... Vas-y Régis si tu veux. Nous avons Philippe Amar, donc, Philippe Amar. SylvieIté, qui travaille à Nice ce matin, mais qui est dessinatrice, qui écrit aussi des ouvrages. Suzy Morgenstern, qui a écrit plus de 100 ouvrages aussi jeunesse, et Malou Rovella, et l'inspectrice d'éducation nationale, Madame Train. D'accord. Donc, Une belle représentation. On a un très beau jury, on a ça devait de très bons candidats, et on espère, puisque cette sélection se fait le 20 mars. Entre le 29 mars et le 9 avril. Voilà, ça devait s'effectuer à le 20 mars, là, donc là, ce samedi prochain. Ça a été annulé suite au Covid, depuis quelques temps. Voilà. Donc on a 3 petits Levinsois qui participeront à la finale départementale. C'est réservé qu'aux classes de CM2. Et le vainqueur de cette finale départementale défendra le département à la finale régionale, et ainsi de suite jusqu'à la finale nationale. Voilà. Parfait, merci. Thierry, tu fais voter. Donc, alors, je vous demande d'approuver la signature d'une convention de développement de la lecture publique avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, selon le projet que vous avez en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Deuxième délibération. Deuxième délibération, qui a pour objet signature de la convention pour le cinéma itinérant entre la commune de Levins et la SARL, les cinémas de Saint-Raphaël. Juste pour préciser,
Saint-Raphaël, c'est que le nom, mais le siège social de cette SARL est à Menton. Donc, considérant que l'auditorium Joseph Rébaud du foyer rural rénové pourra être ouvert, je l'espère, le plus tôt possible. Donc, je vous propose, en fin de compte, de signer une convention qui, aujourd'hui, nous permet de recevoir, comme nous le faisions dans le passé, le cinéma itinérant. Donc, c'est une initiative qui est portée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui a pour vocation de soutenir les petits exploitants indépendants des salles de cinéma pour qu'ils puissent proposer une offre cinématographique dans les communes du moyen et du haut pays. Et surtout ça soutient les petits, mais surtout ça permet d'apporter le cinéma dans toutes les communes, comme la nôtre, mais les toutes petites et de partout dans le département. Et donc il y a un financement du département qui est réparti entre plusieurs sociétés. Donc les conditions sont les conditions régaliennes. La commune s'engage à mettre à disposition, en fin de compte, les locaux. Aujourd'hui, je vous avoue que pour avoir testé en situation l'auditorium en situation cinéma, c'est impressionnant. On rivalise avec les salles de Carrefour et autres. Franchement, c'est d'une qualité très exceptionnelle. Et là, je pense que c'est impressionnant. Ouais, je suis impatient, en fin de compte, que l'on puisse proposer ces séances de cinéma. Donc nous avons négocié, en ce qui nous concerne, on devrait rester en fin de compte sur une projection le mercredi. Ne me demandez pas l'heure, puisque aujourd'hui personne ne pourra le dire, couvre-feu, pas couvre-feu, on n'en sait rien. Donc ce sera à définir, mais globalement nous sommes retenus pour une projection tous les mercredis. Donc sachant que l'on va vraisemblablement préserver ce qu'on faisait et ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire que l'été les projections se feront en extérieur, en privilégiant donc l'espace du Rivet. Dans la convention aussi, il est prévu que 4 projections jeunes publics aussi nous seront offertes. Donc les conditions d'organisation, ça reste à définir, qui plus est par rapport à la situation sanitaire à l'heure actuelle. Ce qui est important, c'est que le prix des places reste fixe, 5 € adultes et 3 € pour les tarifs réduits, c'est-à-dire enfants moins de 12 ans. C'est au moins 12 €. Le cinéma à Nice, c'est au moins 12, C'est 12 à €. 15 €. Hein. 12 €. Il y a des tarifs étudiants, seniors. Voilà. Mais globalement, la moyenne, c'est 12 €. La moyenne, 12 €. 12 €. Voilà, pour les comités d'entreprise, le billet, puisque nos agents bénéficient au travers du Sésame, c'est pour eux 5 €, je crois. 3,50 3,50. Voilà, 3,50. Voilà, sous condition d'achat en nombre. Voilà, si vous avez des questions, je me propose de répondre. École et cinéma, c'est une autre convention ou C'est la même. C'est la même, là. 4 projections à destination jeune public. Il peut y avoir un supplément. Et ça rentre dedans. Il peut y avoir un supplément. Il peut y avoir des suppléments, Oui, bien évidemment. C'est pris en compte en plus. C'est pris en compte. On a quelques films à thème, il y en a des suppléments, parfois à la demande, la Chislène ou autre, des enseignants en demande, et on a toujours répondu favorablement. Donc dès que la La saison... première qu'on fera hors truc, c'est lorsqu'on inaugurera, je souhaite qu'on puisse traverser la salle en regardant les images et en écoutant le son de cette salle, par exemple. Voilà. Donc vraisemblablement, quand les programmations vont pouvoir être présentées, je pense qu'on aura l'embarras du choix, parce que depuis un an, toutes les grosses sociétés de production sont sur les starting blocks et ont retardé la sortie de tous leurs films. Et là, eh ben, je suis comme vous, je suis impatient que l'on puisse ouvrir. Et tout à l'heure, tu posais la question. Malheureusement, je ne sens pas l'opportunité avant d'ouverture des salles, avant le premier semestre de cette année. Ça me semble très compromis. Avec toi. Ça me semble très... Et de notre part, je pense que ce serait même téméraire aujourd'hui d'anticiper. C'est pour cette raison que quasiment la programmation que vous avez eue
concernant les spectacles du foyer rural. Prenez en considération que tout ce qui avait été programmé pour le premier semestre est en cours de négociation pour un report sur le deuxième semestre. Voilà, aux grandes dames des intermittents du spectacle et du public que nous sommes. Ok, merci Thierry. Je fais. Je vais reprendre les termes exacts. Donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention jointe et tout acte nécessaire à sa mise en œuvre. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Effectivement, bien, merci. On a hâte. Et on entretient, on chauffe, on regarde, on passe à l'intérieur, mais vraiment, j'aurais hâte de partager avec tout le monde ce plaisir d'être dans la salle du Rive. Bien, alors il m'appartient de vous présenter une solution foyer rural, d'évolution de notre système informatique et notamment le réseau, les serveurs et la migration vers la solution de collaboration Office 365 de Microsoft que nous avons testé et qui nous a été proposé. Alors, quelle est l'origine de ça? D'abord, nous avions un projet, Robert y avait travaillé depuis pas mal de temps, de faire évoluer tout notre service et nos serveurs. Et chaque année, il y a toujours des choses de plus en plus importantes et urgentes. Et là, j'ai dit, il faut y aller pour trois grandes raisons. La première, l'augmentation des tâches du personnel et autres, et la nécessité de partager et de mettre tout en réseau. La deuxième, une meilleure protection, même si on n'est jamais assuré de tout face aux attaques externes, et de mettre au moins un premier filtre important. Après, au niveau des hackers les plus puissants, même Microsoft a été largement menacé. Donc on a retenu la société Nova, qui est une spécialiste dans ce domaine, qui nous accompagnait déjà sur certaines solutions. Oui, c'est son devis, oui, tout à fait. Et qui a beaucoup travaillé avec nous pour étudier, regarder les évolutions et faire. La deuxième chose, c'est toute la partie télétravail qui nous a fait cruellement défaut et qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui on prenne en compte. Les choses ne s'arrêteront pas dans la vie d'après, comme on dit souvent, pour la fin de la pandémie. Il y a des choses qui resteront et celle-là en restera une à faire. Et puis enfin, l'évolution de notre parc avec des machines plus puissantes, des machines portables, au niveau de l'urbanisme, au niveau de différents services pour faire face, Madame la DGS et autres, pour faire face à l'évolution et la dématérialisation qui commence à aller de plus en plus loin. Vous allez bientôt recevoir les nouvelles procédures, par exemple, pour les procurations pour les élections, qui se dématérialisent aussi et qu'il faudra prendre en compte au mois de juin. C'est un montant conséquent, de l'ordre de 43 000 € en hors taxe, et nous sollicitons les subventions de l'État. C'est l'objet de cette délibération, où on espère pouvoir obtenir 25 ou 26 000 €. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de négocier d'ores et déjà pour effectuer cette grosse opération qu'il est nécessaire de réaliser. Vous avez là, pour ceux qui sont passionnés, les actions à mener, notamment par exemple de pouvoir travailler en Zoom ou dans les autres dispositions sur des machines à l'intérieur des services pour ceux qui en ont besoin de travailler de plus en plus en visioconférence et ainsi de suite. Avez-vous des questions? C'est une nécessité, parce qu'aujourd'hui on a vraiment un sujet vieillissant, et notamment au niveau des serveurs. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération que vous avez reçue, et aujourd'hui, notre difficulté, et la difficulté de Madame la Directrice Générale des Services, c'est que tout un chacun entend parler des plans de relance, de la transition énergétique, de l'isolation des bâtiments, du verdissement des collectivités, de la biodiversité ou autre. Vous voyez apparaître des centaines de millions et parfois des milliards qui sont à disposition, notamment au travers de la région, 5,7 milliards.
notre difficulté de s'inscrire et de savoir se positionner dans ces plans. Certes, la métropole a un service important, c'est une armée espagnole et heureusement qu'elle est là, où aujourd'hui on n'arrive pas à avoir de connexion suffisante pour monter sur des dossiers particuliers et de participer et d'être bien dans les programmes qui seront retenus sur l'agriculture, sur d'autres éléments qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Cette délibération que je vous demande de prendre, c'est pour la vidéoprotection, pour la police municipale, en fait partie, et donc voilà, je vous demande de la raccrocher et de lancer cette demande de subvention. Y a-t-il des abstentions? Bon, juste une question, parce que dans la délibération, il y a aussi achat d'armes. C'est quel genre d'armes? Oui, parce qu'on change d'arme. Semi-automatique. Semi-automatique. Oui. Il y a changement d'arme obligatoire pour les entraînements. Ok, M. Revers, vous avez la parole. On a voté. Ah non, oui, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Revers, vous avez la parole. Alors, adhésion de la commune de Bonson au Civon Val-de-Banquière. La commune de Bonson a fait une demande pour solliciter l'adhésion du Civon au Civon pour notamment des services dans le domaine de l'enfance, la jeunesse, l'environnement et les travaux. Donc, le Code général des collectivités territoriales dispose que le périmètre d'un EPCI, ça il est établissement comme le Civon, peut être étendu par arrêté de représentant de l'État dans le département et que la modification est subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI. Donc, la délibération du comité du Civon Val-de-Banquière date du 18 février 2021, validant le principe d'adhésion. Considérant qu'il appartient aux communes membres de se prononcer sur cette demande d'adhésion, conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de valider l'adhésion de la commune de Bonson au Civon Val-de-Banquière. La commune de Bonson est une commune de moins de 750 habitants. Ok, d'autres personnes veulent s'exprimer. Mme Castel s'est exprimée en haut tout à l'heure. Je l'en remercie. J'ai eu les explications, les réponses et les questions. Voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais faire l'interprète auprès de la présidente des communes et territoires pastoraux. J'ai assisté en grande partie à l'Assemblée générale qui s'est tenue. Plus de 450 communes étaient présentes, 3 députés, 3 sénateurs, des présidents de conseils départementaux qui étaient en distanciel, voire en présentiel au niveau de Mme Estrosi Sassonne, par exemple, au conseil départemental, et une très belle assemblée générale. Et j'ai pris attache avec Mme la Présidente pour accélérer les collaborations avec la métropole dans le domaine de l'agriculture, et notamment dans les études que nous lançons avec le SERPAM. Vous avez pu voir ce matin les inquiétudes des éleveurs dans la presse. Nous lançons, et j'ai demandé qu'on lance une étude pour s'occuper des transhumants locaux et des transhumants qui viennent d'autres régions en fonction de l'état du pâturage, c'est-à-dire l'état de l'herbe, ce qui a été emporté, pas emporté, l'état des voies d'accès, l'état des ressources à l'eau, par exemple. On sait qu'à Marie, la source a disparu avec Alex, donc l'éleveur ne pourra pas rester. On est en train de voir avec Lance, regarder comment on peut faire. Et puis également pour savoir si on a la capacité d'accueillir des transhumants extérieurs au département, si on aura assez d'herbe pour accueillir des troupeaux transhumants dans le département. Et bien sûr, vous serez associés à cette démarche. Je rencontre les maires de la Vésubie, de la Tinée et du Moyen-Pays dans les jours qui viennent pour lancer cette opération que le président Estrosi a validée et pour lequel il me demande d'accélérer, de faire en sorte qu'on puisse donner des réponses si tant est qu'on en est, et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, notamment par exemple, ce matin il est question de la route d'accès à la maison des fenêtres. Vraisemblablement une piste sera faite, donc l'éleveur pourra monter, mais on n'est pas sûr qu'on puisse avoir les échanges de lait et tout ce qui sont. Voilà, M. Guérand, vous avez la parole, vous ferez grâce à la lecture de toute la charte, mais donnez-nous en deux mots, le travail qui est effectué, et Jean-Claude est très présent et fait partie des membres fondateurs de cette association des communes
et territoires pastoraux. Donc je te représente et je suis le secrétaire. Voilà. C'est donc le projet de délibération, c'est l'adhésion à la charte des communes et territoires pastoraux. Alors je rappelle que l'association des communes pastorales de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les objectifs sont entre autres de maintenir, promouvoir les activités pastorales, de soutenir les filières d'élevage pastoraux. La charte des communes et territoires pastoraux, élaborée en partenariat avec la Fédération nationale des communes pastorales, a pour objet de définir les orientations et les engagements permettant de dynamiser le pastoralisme, d'identifier des actions à mener pour soutenir et développer l'élevage pastoral. Ainsi, il apparaît opportun que la commune de Levens, déjà engagée dans des démarches favorisant le pastoralisme, adhère à la dite charge. Donc il est proposé au Conseil de la charte. Ah pardon, moi je... Il est proposé au Conseil municipal d'adhérer à la charte des communes territoires pastoraux jointe à la présente et s'engager sur l'ensemble des points portés au chapitre 9 de la dite convention. Bon, je pense que tout le monde l'a lu, mais si vous voulez, je fais un petit rappel. Être un partenaire actif vis-à-vis des autres acteurs du pastoralisme, défendre le pastoralisme pour le conforter, défendre les mesures permettant de limiter au maximum la prédation des troupeaux. C'est important, dans la charte, il y a un volet très important de défense contre le nœud. Et là, vu qu'il est rentré des territoires des Pyrénées-Orientales, on rajoute aussi l'ours. Défendre et conforter le pastoralisme en se servant des outils innovants mis à la disposition comme le plan d'orientation pastorale intercommunal, entre parenthèses, donc c'est le POPI, et le plan pastoral territorial. S'assurer que les documents d'urbanisme, les activités pastorales sont bien prises en compte, afin de favoriser le développement du pastoralisme. D'intégrer le pastoralisme dans le plan climat-air-énergie territorial, de soutenir les mesures agro-environnementales, soutenir la valorisation des produits du pastoralisme, en particulier dans le projet alimentaire territorial, favoriser la mise en place de conventions pluriannuelles de pâturage, communiquer sur l'élevage pastoral et son déploiement sur le milieu naturel, faciliter les multi-usages sur les espaces pastoraux, favoriser l'installation des ruchers sur des terrains communaux, renaître et conserver le patrimoine culturel du pastoralisme, améliorer les infrastructures pastorales lorsque celles-ci dépendent de la collectivité. Voilà. Merci Jean-Claude, c'est un commentaire, c'est un document extrêmement important. Aujourd'hui, il y a plusieurs actions de cette charte, mais notamment 3 points importants. D'abord, de participer, d'essayer de comprendre, on sait que le loup est implanté, mais d'essayer de voir, de réduire au maximum ses nuisances et de mettre les services à disposition des éleveurs pour que la prédation et le traumatisme des troupeaux et des éleveurs soient les moins importants possibles. Il y a un chapitre aussi très important qui est celui des chiens de défense dans les troupeaux, qui pose plusieurs problèmes. Problème pour le tourisme, problème de coût pour les éleveurs, problème de prédation aussi par un certain nombre de chiens. On n'est pas tous à voir encore, mais les autres, on appelle le crimée, là, les chiens de troupeau, les bergers d'Anatolie. Un patou se tient entre 4 et 500 mètres du troupeau, berger d'Anatolie va jusqu'à 3 km du troupeau seul. C'est-à-dire que vous trouvez face, alors qu'il n'y a pas de troupeau, qu'il n'y a rien, et qu'il est là, et quand il est là comme ça, il est dans la prédation sur les marmots. Donc c'est une problématique importante. Et enfin, une pour laquelle moi je travaille beaucoup sur la métropole sur le sujet, c'est à travers ces communes, c'est d'arriver à faire du broyage pour essayer d'arrêter la forestation des terres, relancer des cultures de foin ou maintenir des terres justement pour le pastoralisme, pour que la forêt ne gagne pas. Quand la forêt est dessous souvent il n'y a plus
d'herbes qui poussent, et donc c'est un gros problème que l'on rencontre et qui changerait la donne du moyen et du haut pays, entre autres. Donc les éléments, le combat qui est mené par la présidente, Madame Liebov, qui est la maire de Liège, est un combat très important. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'inconvénient, je signerai cette charte, s'il n'y a pas de désaccord parmi vous sur le sujet. Et qui est contre, qui s'abstient. Merci. Merci Jean-Pierre du travail que tu fais. Et je confirme aussi qu'elle est devenue maintenant présidente de la Fédération nationale des communes pastorales. D'accord. Et on est en train de travailler sur l'échelon au-dessus. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a quand même 2 pays d'Afrique qui faisaient partie de la... J'ai vu ça. Non mais les transhumants, c'est vital, parce qu'on a un tissu... Enfin, on a l'Italie un avec tiers la de route. renouvellement des éleveurs qui se fait aujourd'hui, et ce tiers qui se fait est fait par des gens qui ne sont pas issus du terroir, et donc qui ont besoin d'être soutenus, puisque sinon on ne fait pas le pastoralisme, et ça a un coût énorme pour eux. Voilà, donc il m'appartient maintenant je le redis encore devant tout le monde, toute mon amitié à Patrick Marx, que je vais essayer de remplacer, qui m'a aidé dans cette préparation, et je remercie Valérie Guido, Laurence, pour tout le travail qui a d'ores et déjà été réalisé pour la préparation du budget, dont le vote se tiendra vraisemblablement fin mars, première semaine d'avril. On risque de décaler un petit peu dans la première semaine d'avril, un peu à cause de moi, mais aussi parce qu'on a des chiffres qui ne sont pas tous arrivés, et que Paris ça a pris 2 jours de travail qui étaient consacrés normalement au budget. Alors, je vais vous faire une partie de lecture, une partie, je pense que vous avez vu, et on ira à l'essentiel des chiffres pour ne pas vous lire tout ça. Mais comme chaque année, on s'est basé sur les données économiques de la loi des finances. Les prévisions tant de la Banque de France que de l'Institut national de la statistique et des études économiques actent tout d'abord le fait que l'année 2020 sera pour l'économie française celle d'une récession d'une ampleur jamais vue depuis la création de la comptabilité nationale. Les 2 institutions prévoient en effet un recul de l'activité économique de l'ordre de 9% pour l'année 2020, déficit public à 8,5% du PIB, après 11,3% en 2020, et une dette publique à 122,4% du PIB, après 119%. Je vous signale que avant la crise Covid, et déjà Macron avait un peu augmenté cette partie-là, nous étions entre 85 et 90%. On est aujourd'hui à 122% en 2 ans. C'est jamais connu dans l'histoire, l'historique du PIB des pays industrialisés. Dans ce contexte, l'INSEE ne fournit pas de prévision de croissance pour les 2 prochaines années. Il indique toutefois s'attendre à un rebond respectivement de 3% et 2% au cours des 2 premiers trimestres de l'année 2021. Au total, il est possible d'espérer, je dis bien d'espérer, selon l'INSEE, d'atteindre en juin 2021 un niveau d'activité économique inférieur à 3% à celui de 2019. La Banque de France travaille à partir des 2 scénarios, un dit favorable, le second plus sévère. Le premier scénario fait le pari d'un contrôle de la situation sanitaire dès le premier semestre 2021, j'espère qu'on les entendra, grâce notamment au déploiement rapide des vaccins. Le scénario plus sévère, en revanche, table sur une circulation encore active du virus en France au cours des 2 prochaines années. Le scénario le plus favorable prévoit un fort rebond de l'économie française en 2021 et 2022, avec une croissance du PIB respectivement de 7 et 5%. Autrement dit, la France devra atteindre mi-2022 pour retrouver son niveau d'activité économique qui était le sien à fin 2019. L'inflation devrait accélérer tout en restant à un niveau faible, avec une croissance de l'indice de la consommation de 0,5% en 2021, de 1% en 2022 et de 1,2% en 2023. Je vous assure que si on tient ça, on aura fait un sacré miracle malgré les injections, des plans de relance et des injections dans l'économie. Aujourd'hui, le Premier ministre d'ailleurs l'a annoncé, on prépare surtout
la fin des aides et la relance de l'économie, et c'est là où on va avoir des chaudes larmes, et d'aucuns qui auront considéré que les aides deviennent des acquis, et ça sera compliqué à faire. La loi de finances pour 2021 est largement consacrée à la relance économique. Elle déploie le plan France Relance, 100 milliards d'euros, annoncé en septembre 2020 pour répondre à la production pour les entreprises, et contient également 20 milliards d'euros de dépenses d'urgence pour les secteurs les plus touchés par la crise. Les mesures en faveur de la croissance verte, c'est ce que je vous disais, pour la première fois, la loi de finances est présentée selon des critères environnementaux. Plusieurs milliards d'euros de dépenses vertes sont budgétés notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, la décarbonisation de l'industrie ou le développement de l'hydrogène. Une série de mesures intéressantes sur les mobilités, les barèmes du bonus écologique pour les véhicules électriques. 9 sont abaissés en juillet 2021, puis en janvier 2022 par la prime conversion évolue aux mêmes dates. Un nouveau crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge d'un véhicule électrique est créé dans le contexte de la disparition du crédit d'impôt pour la transition énergétique au 31 décembre 2020. Sur amendement du gouvernement, un malus automobile lié au poids du véhicule est instauré à partir de 2022. C'est toujours en discussion, mais je pense qu'on va y avoir droit. Le malus auto sur les véhicules les plus émetteurs de CO2 est par ailleurs renforcé, mais sur 3 ans. Encore les gilets jaunes d'eau. Tout à fait. Sur amendement du Sénat, un crédit d'impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à sortir du glyphosate sur 2021 et 2022 est en place. Ce n'est pas l'action qui a été faite ces derniers temps qui le confirme. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a l'appel d'offres aujourd'hui du renouvellement de la ligne 19 du transport en commun. En 2023, entre 50 et 60% de la flotte des bus devra fonctionner sans utiliser des produits carboniques. C'est-à-dire devra être soit au électrique, soit hydrogène, soit au gaz. Ce qui pose un problème pour le stationnement des véhicules. Les mesures pour compenser la compétitivité des entreprises. On passe sous silence toutes les mesures, les baisses d'impôts des sociétés. 7 milliards d'euros de dépenses d'urgence ont été mobilisées et jusqu'au mois de juin, ces entreprises, de juin 2021, pourront bénéficier encore des prêts garantis par l'État. Les mesures en faveur de l'emploi, de la cohésion sociale et des territoires. Un plan de relance de 4 milliards d'euros sont fléchés vers les jeunes et leur entrée dans la vie professionnelle, augmentation du nombre de formations qualifiantes, embauche, alternance soutenue. Des crédits d'urgence sont aussi débloqués pour les garanties jeunes et pour les bourses. Pour les plus précaires, des financements sont prévus pour aider les associations de lutte contre la pauvreté à l'initiative du Sénat. La disposition exceptionnelle adoptée dans la deuxième loi des finances rectificatives du 25 avril 2020 qui porte à 1 000 € la limite des versements retenus dans le cadre du dispositif Coluche est prolongée d'1 an. La baisse des impôts des ménages se poursuit. Les 20% des ménages les plus aisés vont voir leur taxe d'habitation diminuer d'1 tiers en 2023, mais on y reviendra plus tard. La taxe d'habitation doit être supprimée pour tous les ménages. Les mesures concernant les collectivités locales, près de 2,3 milliards d'euros ont été votés pour aider les collectivités locales à compenser leurs pertes financières liées à la crise sanitaire. Fonds de stabilité des départements renforcés, nouveaux crédits pour soutenir l'investissement des régions et clause de sauvegarde pour le bloc communal. C'est là où on n'a pas encore vu les résultats chez nous en tout cas. En 2021, à hauteur de 200 millions d'euros. Cette clause de sauvegarde prolongée sur amendement des députés a été mise en place pour la 3e loi de finances consécutive. Les autres mesures introduites lors du débat parlementaire, comité national du suivi du plan, exonération de TVA, prolongation jusqu'en 2022 des PTZ, prolongation des lois Pinel, prolongation jusqu'en 2021 des taux bonifiés à 25% pour la réduction d'impôts pour les souscriptions au capital de PME. Le tableau qui est là, prenez-le, vous voyez bien entendu les baisses qui apparaissent, vous voyez qu'on se situe pas trop mal par rapport à la moyenne des autres strates, mais je bâtis parce que nous allons le commenter dans tout le débat. Et un élément important, vous voyez qu'on continue malgré cette crise à avoir une politique d'emploi et d'investissement importante, puisque la moyenne de la strate est à 344 € et que nous sommes
nous, à 519, même si on a un peu réduit par rapport à 2019, où nous étions à 600 euros. Et la chose la plus importante, c'est à la page 6, quelle est notre situation? Les dépenses de fonctionnement de notre commune est de 4 019 pour 5 millions en 2019. Essentiellement manque de recettes, les écoles fermées, les activités de ressources qui ont disparu, EGA, tout cela est lié à la crise du Covid dans le cadre des dépenses. Au niveau des recettes, eh bien sûr, ça suit de la même manière et on arrive quand même à un excédent de clôture de l'exercice qui est très important, à 754 000 euros contre 827 000 en 2019, c'est-à-dire qu'on a largement limité la casse. Sur la section d'investissement, je vous demande de regarder avec attention. Les dépenses, si vous voyez, sont grosso modo de 7 millions si on fait le total 2020-2019. Les recettes, eh bien, sont aussi à la hauteur en fonction des subventions et du travail que l'on a fait. Bien entendu, nous avons un déficit auquel il convient d'ajouter l'excédent de l'année antérieure, 509 000 euros, soit un résultat cumulé, si vous faites la différence entre 539 et 509, de moins de 30 000 euros. Et donc la situation globale au résultat de clôture de l'année 2020 avec toutes les questions qui sont apparues, le Covid, les grands travaux qu'on a réalisés, les subventions qui ne sont pas encore arrivées, les deux sections nous permettent d'avoir un excédent de 724 000 euros 314. Il était de 1,3 million en 2019, mais entre-temps, foyer rural, fin d'urbain et autres. Sur le fonctionnement, les charges à caractère général ont subi de plein fouet le Covid, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui suivent le budget, c'est ce qu'on appelle le 011 du code budgétaire, ont subi de plein fouet la crise, moins d'écoles, moins de recettes, moins d'actions, mais plus de charges de l'autre côté, achat des masques, des hydroalcooliques, l'augmentation des personnels pour par exemple garder, qu'on ait toujours le même personnel dans la même classe ou autre, donc une augmentation de la charge extrêmement importante et on note une baisse globale de 14% par rapport à 2019. Et puis bien entendu, s'explique également par le fait que l'année passée, la commune a acquitté l'assurance dommage ouvrage pour le chantier du foyer rural, ça devient une vraie fortune. Un chapitre particulièrement important, 1,826 millions d'euros, sur les charges de personnel. À quoi cela est dû? Cela est dû, je l'ai dit, à la nécessité des remplacements, mais surtout à la nécessité d'augmentation de personnel dans les écoles, dans les centres aérés, pour respecter on appelle ça la décompression par classe, et que chacun soit bien concerné. C'est une charge importante, y compris sur la LSH, les recrutements supplémentaires à l'animation, les charges d'entretien des écoles. Et puis on a, et je voudrais rendre hommage, Madame la Directrice, au travail qu'a fait Céline, et je passe sous silence, mais d'aucuns qui voulaient nous donner des leçons ont peut-être pas toujours effectué le travail tel qu'il était nécessaire de le faire, et nous avons dû nous mettre en conformité, notamment sur les caisses retraites, sur les jours de congé, sur les remboursements maladie ou autres, ce qui génère cette augmentation, pas si importante, mais significative de nos charges de frais de personnel. J'insiste sur un chiffre extrêmement important, c'est 360 euros pour notre commune de même strate, c'est plutôt à 450 euros. Et je veille particulièrement sur ce chiffre. C'est vrai qu'on pourrait ouvrir les robinets, recruter, mais c'est la seule marge d'ajustement qu'on a un peu à faire. Et donc, même si parfois on en bave, même si parfois je râle parce que la directrice générale fait des choses et elle n'a pas le temps de se libérer pour aller avec moi sur d'autres dossiers, mais en tout cas, ça nous permet une économie substantielle de nos frais de personnel. Les charges de gestion courantes, elles sont en baisse sur les subventions allouées, sur les prévisions budgétaires que l'on doit faire.
sur les interruptions prolongées d'activité à raison de la crise, les créances éteintes par le passé à hauteur de 44 000 euros, c'est quand même important. Et je pense qu'on va avoir de mauvaises surprises à la sortie de la pandémie sur ce chapitre-là, sachant que au niveau des subventions allouées aux associations, je travaille avec Monique de Grandy, on arrêtera les chiffres dans les jours qui viennent et le montant sera légèrement réduit parce que nous avons une charge qui est scandaleuse d'ailleurs sur les normes que nous implique de plus en plus le gouvernement. Je suis scandalisé de savoir que pour le badminton, on paye 15 euros d'APAV pour chaque support de filet, par exemple. C'est impressionnant, quoi. On est noyé derrière ces normes-là. Les charges financières sont en baisse de 8,5% par rapport à 2019. L'attribution de compensation versée à la métropole, alors ça explique deux mots, mais je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Il y a une erreur, c'était corrigé dans le document qu'ils ont. Non. Donc ce n'est pas, le chiffre s'élève à 12 000, c'est 46 200 euros, et non pas le chiffre là. Et il s'ajoute à ça une régularisation de 2019 qui était à hauteur de plus de 33 000 euros. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la sortie du SDEC, et j'ai mené un combat très dur face à la métropole, et alors jusqu'à l'arbitrage du président, car je ne voulais pas que dans une CLECT, c'est la commission qui gère les transferts de compétences, mais également avec les équilibres financiers et budgétaires qui vont avec. Lorsque vous allez effectuer un transfert dans une CLECT, c'est à vie. C'est-à-dire que si vous transférez 100, à vie, vous aurez transféré 100. Et si ces 100 s'éteignent parce que c'était un emprunt ou quoi que ce soit, la métropole continue à prélever les 100. Donc pour pas que, parce que le SDEC, on a une politique d'emprunt qui était assez régulière, c'est-à-dire qu'on termine un emprunt, on en faisait un autre, qui permettait de renouveler l'éclairage public, d'enfouir les canalisations, de faire un certain nombre de travaux. Et le combat était de dire que je ne voulais pas, parce que c'est des sommes importantes, 46 000 euros, que cette pérennisation existe à l'extinction de nos prêts. Et que donc nous avons trouvé une solution de faire porter les prêts par la métropole, et la métropole nous refacture année par année, mais en fonction de la décroissance de nos emprunts respectifs. Et à l'extinction des emprunts, bien sûr, l'inscription s'éteint pour nous, et donc on n'est pas dans le cadre d'une claque. Pour la loi SRU, merci à tout le travail qui est effectué, j'en ai parlé tout à l'heure, nous sommes exonérés tant qu'on nous carencera pas, mais en tout cas, ça marche. Les produits et services, ils sont en baisse de 40%. Les services périscolaires, les cantines, qui sont des sommes quand même conséquentes, c'est pour ça que ça a un impact important. Les contributions sont en légère hausse, nous n'avons pas augmenté les taux, et ceux de la contribution fiscalisée des syndicats étaient en légère hausse, et l'augmentation des bases impacte le produit communal. Le ratio par habitant est de 413 euros, reste toujours inférieur à celui des communes de même strate qui est à 454. Sur les droits de mutation, on s'en sort plutôt bien, c'est-à-dire que les biens dans la commune se vendent toujours et qu'il y a une forte demande de location et de vente. Et aujourd'hui, nous sommes en pénurie de foncier à la vente. Les dotations de solidarité ne changent pas au niveau de la métropole. Les dotations d'État non plus, elles sont légèrement un petit peu augmentées, mais nous, on est dans la mauvaise catégorie, parce qu'on fait partie dite des communes riches, et on a une péréquation qui s'applique, malheureusement pour nous. Les revenus des immeubles, vous savez, je vous fais le couplet chaque année, 565 000 euros, représente 13% des recettes. Elles nous permettent de couvrir la totalité de nos charges, mais n'oublions pas d'y ajouter parce que chaque fois que quelqu'un quitte, il ne vous laisse jamais un appartement dans un très bel état, et que les charges d'entretien pèsent lourd puisqu'on est aux alentours de 30 000 euros régulièrement par an sur l'entretien des bâtiments. On a la vente du dernier lot sur la commune de La Roquette et le terrain qui est situé auprès des Cavaliers, c'est-à-dire à la montée des Mulières,
de propriété Montabrun qu'on appelle pour 310 000 € et 134 000 €. Dépenses d'équipement ont été réalisées, donc 2,5 millions d'euros. Vous avez la liste et je vous passe sous silence, mais vous voyez que le foyer rural pèse lourd et le rivet dont on est enfin sorti de tous les DGD, de tous les éléments, enfin terminé. Nous avons fait l'acquisition de la propriété Ratogendre, c'est la maison rouge à l'encorbellement en dessous, qui est pour des projets futurs et aujourd'hui on a autre chose à s'occuper, on l'a conservé, mais ce foncier sera important dans le réaménagement global de ce quartier. La source de la Fonte en face, dont on attend les subventions du département pour alimenter à l'eau l'agriculteur et surtout pour envoyer la surverse ailleurs que celle qui nous pose problème quand ça gèle devant les lauriers roses. Et puis les différents matériels immobiliers. Le remboursement de la dette est de 306 000 €, quasi égal à 2019. Les emprunts du Cibon de bancaire sont à la baisse. On a remboursé les emprunts qui s'éteignent. Les subventions d'équipement ont été reçues à 410 000 €, 28 000 €. Il en reste encore à arriver pour le rivet et le foyer rural et pour solder la totalité. Il reste 530 000 € de subventions à percevoir, c'est ce que je vous disais. Le fonds de compensation de la TVA sera important puisqu'on récupérera la TVA payée au rivet et au foyer, puisque maintenant, à partir de 2021, c'est ça, ou 2022, la TVA est dans l'année calendaire, alors qu'avant c'était pratiquement décalé de 2 ou 3 ans. 2 ans. Et puis, l'emprunt pour la propriété Rato ne aurait pu le payer comme ça, mais j'ai souhaité qu'on fasse, et Patrick a souhaité qu'on fasse un emprunt eu égard au taux et pour pas nous déshabiller de nos possibilités de financement. Les orientations pour la commune pour 2021. Donc la situation solide du prisonnier dispose d'un excédent confortable qui permet un virement à la section d'investissement pour ses dépenses d'équipement, même si on note une légère baisse de l'épargne, c'est ce que je vous l'ai dit. On a réalisé des économies eu égard aux fermetures ou non-activités, mais elles sont compensées par des dépenses de matériel et autres liées à la crise. Et nous avons, et ça c'est une volonté forte que j'ai eue parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira, maintenu des budgets d'investissement significatifs de manière à participer à la relance malgré les délais qui se sont écoulés entre le deuxième tour des élections, les mises en place des nouveaux conseils ou quoi que ce soit. Et on a essayé d'être optimiste et d'avancer dans l'impôt dit des ménages perçus par la commune ne sont pas sensibles au niveau de l'activité économique et ont donc assuré une stabilité des recettes de la commune. Seuls les droits de mutation à titre onéreux, ceux sous les plus lourds, ont été importants et plus importants que prévu. En 2021, l'épargne devrait être maintenue sous réserve de percevoir le fonds départemental qui pourrait être encore affecté par la crise. Les dotations de l'État semblent stables au jour d'aujourd'hui. Le chapitre qui arrive est un chapitre important, qui est la fameuse contribution fiscalisée du Cibon, de bancaire et du CIPIA. Nous avons fait plusieurs simulations qui, je pense, sont, plutôt que de vous noyer d'éléments matériels, de polémiques, alors sachez quand même qu'on attaque l'État au tribunal, avec plusieurs syndicats, pas que le Cibon, mais on se pourvoit devant la justice pour essayer d'avoir gain de cause, les parlementaires n'ayant à ce jour pas reçu de réponse favorable de M. le Premier ministre et de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales. Pour vous donner un ordre d'idée, alors là Valérie me reprendra et je passerai peut-être la main. Les simulations qui ont été faites sur notre commune, une personne avec 3 enfants, avec un abaissement de 10 à 15% vivant dans un appartement, payer une taxe d'habitation de 635 €, elle est aujourd'hui, déjà, à l'heure actuelle, exonérée.
La taxe du syndicat était de 2,53, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et la taxe foncière C'est la taxe foncière de 53. de... C'est la taxe foncière syndicat de 53. C'est ça, 2,53 c'est la taxe foncière. Et la répartition vers la partie totale, si je puis dire, était de 770 € par rapport à une exonération de 635, c'est ça? 135, c'est la taxe d'habitation. La deuxième simulation qui nous en ce sont des simulations réelles, hein, à partir de cas concrets. Je ne donnerai pas les noms, mais en tout cas à partir de cas concrets. Un couple de 2 enfants dans une villa paye aujourd'hui une taxe d'habitation de 1 457 €, n'est pas encore exonérée ou va être exonérée d'une partie. Elle est taxée aujourd'hui et son année 2020 fait apparaître une taxe foncière de 1 285 € ajoutée à une taxe du foncier non bâti, c'est ça, pour la ramener à 2742. C'est la taxe d'habitation plus la taxe foncière. Sur la taxe foncière, c'est ça, 2742. Et enfin, une villa moyenne sans personne à charge, qui est le cas qui est le plus important, avait une taxe d'habitation, elle n'est pas exonérée au jour d'aujourd'hui, elle payait 1034, elle va être à 797 et les deux cumulés 1831. Ça, c'est pour vous donner l'image de ce qui est dans ces strates, ce qui apparaît sur votre feuille d'impôt. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais en 2021, la personne est payée, qui devrait payer avec les réévaluations 641 €. La taxe du syndicat est réajustée à 3,37 puisqu'on a 350 000 € de participation au syndicat, ce qui fait que l'avis 2021 sur la taxe foncière est de 793 €. Comme elle a été, sera majorée sur la taxe sur le foncier bâti de 23 €. Le même exemple que l'on a pris, il a deux non exonérés, est à 1472. C'est celui qui est un peu le plus. Elle l'aura à une taxe foncière de 1325 et verra sa majoration sur le foncier plus la taxe d'habitation majorée de 54 €. Et enfin, le cas moyen verra une majoration, lui, dans le même ordre d'idée, les mêmes strates, de 34 €. En 2022, donc une grande partie des gens seront exonérés. Je rappelle que les résidents secondaires ne sont pas concernés par ces exonérations. En 2022, ces mêmes personnes, donc la première est complètement dégrévée, ça ne change pas, elle aura le taux du syndicat passe à 5,064 puisqu'on n'a plus cette dotation de la taxe d'habitation, donc il faut majorer pour arriver. Elle verra sa taxe augmenter de 40 € et là par contre ceux qui sont personnes de enfants ou quoi que ce soit, on pense qu'elle ne sera pas exonérée en 2022, il faudra attendre 2023, c'est la majorité peut-être d'entre nous, et elle verra une majoration de 82 € entre taxes foncières et taxes d'habitation. Et enfin 2023, qui est la situation finale, où tout le monde est exonéré, le dégrèvement est total. La taxe du syndicat pour faire face passe à 5,422. Alors, passez-nous, ça sera à 5,5, 5,8. C'est les simulations à l'instant T qu'on a fait. On n'a pas les chiffres définitifs, bien entendu. Et Valérie, avec le CIVOM, ont fait un très gros travail de simulation. Et quelle va être la situation? La personne de première strate qu'on a dit, 3 enfants, abattement et autres, aura, par rapport à ce qu'elle devait payer 849, elle n'aura plus à payer que 79. La personne qui avait le plus gros cas, c'est-à-dire qui avait 1417 € à payer, elle verra un abattement qui est
de 1325. Non, elle a 1417 à payer. Elle a une taxe foncière, un foncier bâti qui va être augmenté de 132, mais si vous faites la différence entre 1437 qu'elle ne payera plus et 132 qu'elle a payé, c'est-à-dire qu'elle aura une économie de 1325 euros. Ça, c'est ce qui est au bas de la feuille entre l'impôt foncier et la taxe d'habitation pour tout le monde en 2023. Et enfin, le cas le plus moyen, qui était de 878 euros, elle aura une augmentation de 81 euros. Donc elle aura sur sa feuille d'imposition une minoration de 953 euros. Hein, les résidents secondaires, je l'ajoute, ne sont pas concernés par ces baisses et notre dette qui va s'amenuiser dans le temps par rapport au CIVOM est de 350 000 euros et la taxe d'habitation en représentait 240 000 euros, le reste étant sur l'impôt foncier. Et je vous ai dit, on poursuit l'État en justice pour dire qu'il y a usurpation et qu'on ne respecte pas les engagements qui étaient faits au préalable. Bon, les espoirs sont réduits, mais voilà ce que ça va représenter. On s'était posé la question de dire, on l'absorbe dans le cadre de notre budget. Je pense que ce n'est pas normal, parce que c'est une charge que l'État devrait nous compenser comme elle compense la taxe d'habitation à tous les citoyens. C'est pas très clair quand même. Hein. C'est compliqué, oui. 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 Enfin, on s'attendait à voir 0,0 partout et on ne voit jamais 0,0. Ah non, hein. on voit jamais. Le 0,0, on ne voit pas. Hein. Et encore, on a trouvé cette façon parce que le foncier bâti risquait de subir une augmentation beaucoup plus conséquente pour les propriétaires. Beaucoup plus conséquente. Et on s'en sort, entre guillemets, même si c'est une augmentation plutôt grosse. C'est la politique des vases communicants. Parce que, et là, voilà, merci Madame Guido de le rappeler, il n'y avait pas que des amis, tout le monde voulait que je prenne la présidence du CIVOM parce que j'avais tenu ces propos, mais je vieillis moi aussi. Je n'ai eu de cesse, et Georges le sait, de limiter et de me battre contre la boulimie du CIVOM pour, c'était le défaut de Vermont, il y avait d'autres qualités, pour développer de nouveaux services. Aujourd'hui, beaucoup de communes, je vais en citer quelques-unes, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, Colomar, Aspremont, se trouvent avec des taux qui sont 10 fois les nôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout transféré, c'était facile de dire, je mets sur l'impôt, c'est le CIVOM qui met l'impôt, donc c'est plutôt transparent vis-à-vis des citoyens, mais avait une charge exponentielle. Et en plus, quand vous connaissez le revenu, par exemple sur la Trinité ou sur l'Ariane, des propriétaires et des fonciers bâtis, je peux vous garantir que ceux qui sont propriétaires dans ces communes vont pleurer à chaudes larmes. Donc nous, parce que je voyais venir, je me rappelle des combats, et Michel était à mes côtés, sur la fourniture des couches dans les écoles, où la CAP disait, ben oui, dans les crèches, pardon. Oui, on va vous donner 2 emplois, un local acheté ou autre. J'ai mené combat sur cette opération. Et l'an dernier, la CAF s'est rattrapée après, mais commençait à vouloir supprimer les dotations pour fournir ces couches. Résultat, vous n'en avez pas auparavant. Vous n'allez pas dire, ben maintenant, la CAF ne finance plus payer les couches. Hein. C'est avantage acquis. Vous voyez un petit peu le débat qui était lancé. Donc nous avons limité, pour ce qui nous concerne, nous avons notre propre centre aérien, nous avons nos propres actions, nous menons tout ce que nous pouvons. Après, il y a des choses communes où la solidarité entre les communes, par exemple les couches, on a cédé avec Michel, puisque tout le monde était, même si on s'était opposé. Mais je vous passe comme ça un certain nombre de choses, un peu tarte à la crème, les parentalités, les ceci, les cela. C'était facile, la CAF donnait des financements, et vas-y Jeannot, et on souscrit. Et donc, moi j'étais en combat quasi permanent, et j'ai fini, et je le regrette un peu parce que j'ai le respect des cheveux blancs, un affrontement frontal, eu égard au problème que j'ai eu avec Michel sur la petite enfance qui était scandaleux. Donc maintenant les gens commencent à le reconnaître d'ailleurs. Oui, mais et puis, je communiquerai là quand j'aurai tous les éléments. Oui, oui. Mais parce que voilà. Mais il s'est passé des choses vraiment voilà, on a graves, je trouve. mené des combats de manière à limiter, et aujourd'hui, eh bien, on est un peu les récompensés, et c'est les sommes que je vous ai citées. Je suis un peu diesel dans les actions, mais voilà.
Bien. Je fais le chat. Les orientations. Bon, les traverses, on a vendu, les choses avancent bien. Ça nous pose plutôt un problème avec un coût extrêmement élevé. C'est la salle polyvalente, Madame Planel, qui est encore chère pour les catéchistes, et les 6 logements que nous avons développés à travers la SPL sur le presbytère, qui seront dans les temps, fin d'année, début d'année prochaine. En livraison, le chantier avance bien. Les grosses difficultés de creuser à l'intérieur sont derrière nous. On a même eu droit aux fouilles archéologiques, donc ça s'est bien passé. Mais sachez que c'est quand même un des éléments lourds. L'autre élément, c'est qu'on va finir la restauration de la fourchette parce qu'on a besoin impératif d'ouvrir cet établissement. Il nous manque des établissements de qualité dans notre village et j'ai demandé à Valérie d'accélérer, de secouer les services pour qu'on aille au plus vite. On est en restauration du snack pour la piscine et pour une ouverture de la piscine dans cette saison. On devrait être prêt, en tout cas on s'y attelle, malgré les difficultés Covid. Nous sommes en avance sur toutes les installations des bâtiments recevant des personnes handicapées, des personnes âgées. Les créations de la résidence senior avancent bien. Monique qui travaille avec Unicil, avec un contexte un peu différent mais très agréable, et Unicil a une forte expérience là-dessus que nous allons étudier et voir comment nous allons le gérer. Les actions du CCRS continuent, bien entendu toute la partie enfance, jeunesse continue aussi. Les occupations des salles du Rivet sont plus qu'à 100%. On fait de la relance de l'agriculture et de l'environnement, que ce soit sur la coopérative, sur l'accompagnement des éleveurs. D'ailleurs, les nouveaux ont produit leur premier yaourt, leur premier flan, leur premier fromage depuis 15 jours. Vous pouvez les retrouver sur le marché, donc ça se passe assez bien. Ça y est, ils ont relancé en autonomie la production. Et puis on continue la restauration du bâtiment. Les dépenses d'équipement sont maintenues, bien entendu, et on continue de remettre en état le parc locatif avec l'isolation. Après le déménagement de la bibliothèque, on aura à refaire cet appartement. Après le départ de la perception, on aura à refaire le rez-de-chaussée de la perception avec des modifications de chauffage, ainsi de suite. Sur les compétences métropolitaines, eh bien, on a fait de gros investissements, soit directement financés, soit avec des accords sur les fonds de participation et les fonds de concours. Le plus gros à venir et qui est prévu financièrement et autres, c'est de réaliser enfin la connexion entre l'encorbellement et le stade. Et nous, on va faire la partie qui passe au jeu de boules, la sortie, le SMART pour rejoindre l'école. C'est un total de 64 500 € qui ont été réalisés. L'extension du parc municipal, l'appel d'offres est sorti pour la maîtrise d'œuvre et nous aurons 93 nouvelles places pour un coût estimé à 2,5 millions d'euros et où nous aurons une participation de l'ordre de 40%, j'espère la réduire un peu, avec le financement du département. Les dépenses de personnel, je vous l'ai dit, devraient s'élever en 2021 à 1 980 000 € contre 1 830. Je vous en ai donné les raisons, c'est ces rectifications. On n'a pas d'emploi nouveau, peut-être un dont on discute actuellement au service technique. Bien entendu, le CCAS sera maintenu dans son dossier. On dotera au maximum, et en faisant une retenue, les subventions dans le cadre des aides aux différentes associations. Alors, pour prendre le coup à ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. Aujourd'hui, au 1/1/2020, la commune devrait
avoir 548 logements sociaux. On en a 159, il en manque 389 à 215 € de pénalité par logement manquant, ce qui fait une pénalité de 83 654 €. Bien entendu, grâce aux investissements, grâce à tout ce que l'on a fait avec les traverses, avec tout le travail d'acquisition de foncier ou autre, on a un crédit un crédit de report en notre faveur de 1 469 497. Donc quand vous faites la différence, vous voyez qu'on a quelques années dedans. Mais je tiens à vous informer, parce que si on est carencé, on pourrait revoir des choses. En 2022, nous disposerons des 6 logements du presbytère, 10 logements privés de la commune qu'on va conventionner, 50 logements des traverses et 52 PLSA pendant 10 ans, c'est ça. On a à l'échéance 2022-2023 257 équivalents logements, mais la progression, bien sûr, c'est un vase communicant. Nous devrions avoir 593 logements. On en aura manquant 284. La taxe est passée à 220 €. On serait de l'ordre de 62 480 €. Mais si nous arrivons à faire le programme de Laval avec 12 logements, qui dans cette nouvelle aiment... bail réel solidaire. Voilà, bail réel solidaire, sont comptés comme logements sociaux et viendront en moins-value. Bail réel solidaire. Voilà. Les emprunts du deuil, je vous en ai parlé. La SRU, je vous en ai parlé. Les intérêts s'élèveront, les intérêts à la dette, à acquitter pour le nouveau prêt souscrit en cours d'année pour le presbytère indexé sur le livret A, ne pèseront pas sur les charges financières. Et les dotations administrativement, qu'on a régularisé de nombreux comptes, qui auraient pu faire l'objet d'amortissement. Lui-même, il faut revoir la commune, ça c'est le nouveau percepteur qui nous a mis cette contrainte, et Valérie y était favorable, on n'avait jamais eu le temps de le faire, mais ça ne sera pas neutre dans la section d'investissement, parce qu'il faudra y inscrire 500 000 €. Les recettes, alors avec dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation, les comportements, il y a une partie du transfert du taux départemental sur la taxe foncière qui était de l'ordre de 10%, je crois, c'est ça, Valérie, à peu près. 10,90. Voilà, 10,90, on a 12, donc duquel il faut y ajouter ça. Les taux de taxes foncières pour 2021 sera ajouté au pourcentage de notre taux de taxe foncière, celui du département, 10,62, voilà, j'étais un peu trop vif, soit un total de 23,50, mais c'est transparent sur la feuille d'impôt, puisque vous aviez avant celui de la commune et celui du département, maintenant il est affecté pour la seule commune. Vous avez les camemberts, celles qui sont là, la contribution fiscalisée, vous en avez suffisamment parlé, et c'est complexe, et je peux vous garantir que même moi, je me suis aperçu que j'ai cru que j'avais laissé la moitié du cerveau à Monaco dans l'opération. Il a fait que Valérie me rafraîchisse la mémoire et que je me remette dedans. C'était le premier exercice un peu difficile que j'ai eu à faire pour bien me repositionner sur les sommes en question. Et sur cette partie-là, remboursée directement, le gros emprunt de l'école maternelle et de la crèche sont arrivés à échéance. C'est ça qui a été important, 34 000 €. Les gros volumes des travaux de protection du hameau du plan du Var sont encore en cours, malheureusement, et divers travaux dans la crèche. Le montant des dotations des 3 taxes, la DGF, la dotation de solidarité, la DSR, et la péréquation, la DMP, devrait rester stable, et le revenu des immeubles pour 2020 devrait être également stable au cours de l'année 2020 par rapport à 2009. 19, pardon, 19, voilà. Et il y a peu de turnover dans le locatif, là aussi, ça s'est un peu calmé. Sur les dépenses d'équipement, le report des nouveaux crédits, bien entendu, tel que je vous l'ai défini plus haut,
2,6 millions d'euros de reste à réaliser seront reportés en dépenses essentielles sur les comptes du foyer rural, des travaux du presbytère, des travaux dans le cadre de la réhabilitation du parc locatif, le remboursement du capital de la dette de la commune pour 2021 s'élève à 319 000 euros et de 34 000 euros pour les travaux réalisés par le CIVOM Val de Banquière. Il est également envisagé de rembourser en fonds propres l'ASPON qui avait été souscrit il y a une dizaine d'années pour l'acquisition du foncier Autobrut et qui a été vendu à Maison Familiale de Provence. Moi j'étais plus ou moins réservé, mais mon chef il ne démord pas. On a démoli, on a vendu, il faut rembourser et on va rembourser ce prêt. Les nouveaux crédits de dépenses d'investissement devraient s'évaluer aux alentours de 3,2 millions d'euros. Malgré la crise, malgré tout, vous voyez que la commune s'inscrit dans une dynamique importante. Les subventions à hauteur d'1,4 million ont été reportées, le fonds de compensation au niveau de 400 000 et des cessions de foncier sous compromis, la combat, zone industrielle et artisanale, cession d'un terrain à bâtir pour les Pouchols, où l'État nous emmerde avec la coulée verte et bleue. L'amortissement s'élèvera à environ 100 000 euros. Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement apparaîtant sur le compte administratif 2020 pour 754 538 euros. Le virement prévisionnel est de l'ordre de 500 000 euros. L'ensemble des crédits portés en recette s'élèvera à 3,2 millions d'euros. Services administratifs, vous avez vu aussi quand même la totalité des véhicules. Nous avons acheté 3 véhicules légers plus un camion, de manière à redoter, donner un pouce, mais surtout enlever des véhicules qu'on n'arrivait plus à maintenir. Divers travaux au hameau de Plan du Var, les études de la requalification, on inscrira une somme forfaitaire sur le sujet. La réhabilitation des travaux sur le patrimoine locatif, l'accessibilité des ERP, la réhabilitation du presbytère, le restaurant La Fourchette, études pour la réhabilitation de la piscine, le snack, la mise en sécurité encore, le paratonnerre, c'est une fortune de l'église, Madame Planel, on va le faire. L'aménagement des restaurations, les constructions de nouvelles cases qui ont été faites et surtout la mise en sécurité du cimetière de Saint-Antoine-de-Siga, c'est 80 000 euros de travaux grosso modo. Dans les écoles, beaucoup de travail, il faut se mettre en conformité, notamment dans la cantine de l'école primaire. Vicini, c'est bien ça. Hein. La vidéoprotection continue, la rénovation et l'extension. Réseau et voirie, alors vous avez vu que, à minima, dans des endroits où on a tout enfoui, on va participer parce que Orange ne paye plus d'enfouissement. Mais sachez que les poteaux que vous voyez apparaître aujourd'hui, la Mole, Promenade des Prés, Porte Rouge, sont des poteaux qui vont servir de support pour la desserte en fibre optique. Et qu'Orange n'enfouit plus les canalisations, c'est déplorable. Vous allez avoir des endroits, il y a 3 poteaux côte à côte. Et... oui, surtout avec l'argent qu'on a investi et les sommes qu'on a mis. En plus, c'est des poteaux en régime synthétique qui sont d'une fragilité incroyable. Et il y a une action de la métropole pour essayer de contraindre, mais aucun des opérateurs ne va rien savoir. Nous, on est retenus aussi dans la zone blanche, donc on va avoir un gros relais qui va s'installer vraisemblablement à l'ancienne station d'épuration de Sainte-Claire pour couvrir la zone blanche des gorges de Laval et d'augmenter l'Agro et Sainte-Claire en couverture de radiotéléphonie. Ça, c'est quand je vais m'en occuper, on fait un peu servi. Donc, ça va être fait. On a une réunion avec Orange dans les jours qui viennent pour choisir le site. Et Bouygues et SFR, de leur côté, vont faire aussi une extension des sites de la Buau et de notre site dont on est en recherche actuellement. L'endettement, le taux des emprunts s'élève au 31/12 à 5,6 millions d'euros. Le capital restendu des emprunts souscrits par le CIVOM bancaire pour le compte de la commune s'élève à 204 000 euros.
Un emprunt indexé sur le livret A sera souscrit pour la réhabilitation du presbytère. Nous sommes en train de travailler dessus avec Valérie et le désendettement est en cours. Vous le voyez d'ailleurs, même si on reste très haut, mais on l'a toujours revendiqué, vous voyez qu'on est plutôt dans une tendance baissière de ces éléments de dette. Mais je continue à dire que la dette, quand elle sert à de l'investissement, même s'il n'est pas productif, hein, comme le foyer rural ou le rivet, c'était important de le faire et nous allons continuer à avancer dans ces domaines. Certains vont arriver à extinction et puis l'acquisition du parc public de la Madone, dont on devra discuter de l'extension sur les 2400 mètres qui restent à acquérir, donc on va rentrer en négociation aussi. Ça ne paraît pas simple. 40% de la dette de la commune concerne des biens qui produisent un revenu locatif, c'est tout ce que l'on a fait, et je réinsiste sur ce domaine. Le revenu locatif est de 555 500 €, couvre à lui seul la unité de la dette de la commune et du CIVOM, qui est à hauteur de 480 000 €. Mais ne soyons pas de cocorico, à ces 480 000, il faut ajouter entre 20 et 30 000 par an de crédit d'entretien, c'est-à-dire que tous les efforts qu'on a fait, ça a été jusqu'à 150 000 de profits supplémentaires, aujourd'hui représentent 50 000 € net qu'on peut utiliser pour générer de l'emprunt et faire d'autres choses. Le compte administratif et d'épargne brute de fonctionnement de 998 000 € générera une capacité d'autofinancement de 817 000 €, légèrement inférieure à 2019, de même que la capacité nette du remboursement du capital d'emprunt. 3 ventes de foncier d'être réalisées cette année, représentant 414 000 €, toutes signées sous compromis, ce qui nous permettra de rembourser l'emprunt de l'autobrut. La prévision du montant d'excédent brut de fonctionnement de 2021 sera de 400 000 €, sera ajoutée en fonction des dotations aux amortissements réguliers. J'ai essayé d'être le plus bref et le plus clair, mais ce n'est jamais facile. Le résumé, c'est dire qu'on a une situation, même si elle est difficile, nous ne faisons pas comme Corico, mais et merci à Valérie pour le travail qui a été fait avec Laurence et toutes les équipes sur ce GOB, et puis on est en train de transpirer sur le budget. Ces éléments-là démontrent notre bonne gestion et vous en êtes les acteurs, c'est pas moi, c'est vous, toute l'équipe, et nous permettent, malgré la crise, malgré les difficultés, malgré, même si on a un an de répit, je ne fais pas d'illusion après les élections présidentielles, les choses vont être un peu plus dures que ce qu'on peut le dire. En tout cas, la commune est prête à faire face dans de bonnes conditions. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, bien sûr, on dit plus souvent non que oui, mais en tout cas, regardez, j'ai cité l'exemple du travail qu'on a fait à la piscine, du travail qu'on va faire au parc Laval dans les embranchements, du travail qu'on va faire à la sortie du Spa, du travail qu'on va faire après l'encorbellement pour avoir un passage sécurisé jusqu'au pré qui était largement sollicité, et ainsi de suite, du travail du raménagement de plan du Var, du travail qu'on va faire sur le parc de la Madone et sur essayer au moins d'inscrire des sommes pour avancer un peu sur la réhabilitation, ou en tout cas poser les bases du travail qu'on va faire à la Madone. Voilà, merci de votre confiance. S'il n'y a pas de questions, c'est un vote. Voilà. Le skatepark, c'est pour quand? Comment? Le skatepark, il est pour quand? On a 2 études en cours actuellement. Si vous êtes un endroit pour le faire, il faut le dire. Non, mais voilà. Non, mais c'est parce qu'on me le réclame. Oui, non, mais on le réclame tout le temps, et je peux te dire qu'avec Valérie, on a 3 sites en étude actuellement. On est en train de faire des relevés de géomètres, on attend à la Comba, à la Guérite, voire de revenir à un moment donné, peut-être au Rivet, je ne sais pas, mais en tout cas, on est en recherche. C'est pas évident pour la place, il faut la place, il faut qu'il n'y ait pas les maisons à côté, parce qu'autrement c'est la révolution, il faut que ce soit viabilisé, voilà, c'est compliqué. Quelle est la surface du terrain? Grosso modo, avec le tour, les clôtures, alors soit on fait que le skate, soit on fait le microstade à côté, on est dans 500 mètres. Voilà, il y a les accès, l'espacement des clôtures, les accès, voilà.
ça impacte. J'attends justement le faisabilité d'un fournisseur. Voilà. Notamment la difficulté qu'on a. J'attends la faisabilité d'un fournisseur. On est sur le socle du village et les protections par la BF. Donc il va falloir aussi passer. Il faut un permis. Il faut un permis. Est-ce que vous avez des questions diverses et variées? Non, merci. Je renouvelle encore des remerciements pour votre soutien. Il n'y a pas de vote sur le doc. Il n'y a pas de vote sur le doc. Prenez acte. C'est une présentation. On a pris Et acte. le budget, ça sera de l'ordre de la première semaine d'avril, je pense. Merci Alex pour la transmission. Donc voilà. Moi, je voulais conclure et dire qu'on constate qu'il est en super forme, même si là, tu fatigues un petit peu en fin de séance, donc on va le laisser vite partir. On est content que tu aies repris la direction de la mairie, ça nous fait du bien et merci à toi et continue à prendre bien soin de toi. Merci beaucoup. Vous avez fait partie de la reconstruction.